l'intelligence artificielle, ça va changer en profondeur forcément notre quotidien dans notre façon de vivre à domicile, dans notre manière de travailler, dans notre bureau, dans nos loisirs et notre façon de consommer. Parce que l'intelligence artificielle, ça tire d'abord parti de gigantesques data. Ça annonce vraiment une nouvelle ère du numérique aussi puissante, voire probablement même plus, que la dernière décennie qu'on vient de vivre du numérique. Que sera dans la conception de nos bureaux les conséquences de tous ces nouveaux outils de l'intelligence artificielle? En fait, l'intelligence artificielle, la manière dont je le définis, c'est tout simplement le fait de reproduire un comportement humain dans une machine. C'est-à-dire qu'on prend ce qu'un humain est capable de faire de manière intelligente et on réplique ça dans une machine. Il y a tout un tas de différentes techniques qui existent pour arriver à créer l'intelligence artificielle, dont une technique est très à la mode aujourd'hui qu'on appelle le machine learning. C'est quoi l'idée du machine learning? Comme à un enfant, on va montrer des exemples du comportement à apprendre et la machine par elle-même va apprendre à reproduire ce comportement. Donc je vais montrer 5 images de chats à la machine et la machine va finir par reconnaître des chats dans une image. Le machine learning, ça permet d'enlever l'humain de la boucle et de tout simplement récolter énormément d'exemples du comportement qu'on veut automatiser, donc de la data, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure. Et à partir de là, la machine va par elle-même écrire un peu son propre code informatique pour automatiser ce comportement. Et donc on n'a plus besoin de l'humain qui coûte cher, qui met du temps, qui a besoin de comprendre ce qui se passe. On peut littéralement voir ça comme une genre de black box où on va juste donner des exemples et la machine va apprendre par elle-même à faire la tâche. Donc gardez-vous ça en tête et vraiment voyez l'intelligence artificielle comme un outil extrêmement puissant qui vous permet de faire des choses énormes, mais ce ne sera jamais un humain artificiel. Comment on va travailler dans le futur? Pour nous, il y a vraiment 3 dimensions où on croit que l'intelligence artificielle peut nous aider. La première qui est très importante, c'est le bien-être. Le AI peut réagir aux températures des employés. Au lieu de chauffer tout le bureau, on chauffe les gens eux-mêmes. Le AI peut nous aider à encore apprendre nos préférences, les préférences de chaque personne dans le bureau. On peut commencer à vraiment traiter chaque personne très spécialement. La deuxième dimension pour nous, c'est comment augmenter la productivité. On trouve ça très, très arriéré de penser que si on a une question, il faut toujours demander à Google la question ou quelqu'un, est-ce que vous avez fait les recherches? Non, avec le AI, dans cette salle, il va y avoir tout genre d'informations qui va être affichées pour nous aider, pour améliorer le brainstorm et tout devient beaucoup plus fluide. Ou la troisième dimension pour nous, c'est l'immeuble lui-même qui devient l'assistant. Je vais avoir une réunion pour 12 personnes et cet après-midi, et je change mon avis, ça va être pour 5 personnes. Et alors, un immeuble qui est intelligent et qui s'adapte, cela veut dire que les murs peuvent changer pour nous accommoder. En même temps, on peut demander à la salle que prenez des notes s'il vous plaît, ou il faut enregistrer le meeting, où il faut activer le fact finder. C'est une existence qui est beaucoup plus intelligente. L'intelligence artificielle et de manière plus large, la technologie intelligente dans les immeubles, donc les immeubles intelligents, un des plus gros enjeux pour moi, c'est de le rendre acceptable et simple d'utilisation. C'est bien la machine, fût-elle d'intelligence faible, mais on a déjà vu des gens avec une intelligence très faible faire des très gros dégâts. Donc on a besoin d'avoir que cette intelligence artificielle soit au service de la simplicité, du confort d'utilisation, et que les immeubles ne soient pas rendus trop complexes avec un rejet complet. Demander à un utilisateur quand il a trop chaud, déjà trop chaud, trop froid, qui est une notion très subjective, ça ne se régule pas avec la GTB. En général, on ouvre la fenêtre. Voilà. Et c'est ça la réaction de l'humain. Et les machines vont être encore un moment déboussolées de ces réactions-là. Donc, et ça ne veut pas dire du tout qu'il ne faut pas intégrer de l'intelligence dans les immeubles. Au contraire, mais il faut que l'acceptabilité et que ce soit au service de la simplicité et de l'utilisation et du service positif pour les utilisateurs. Pourquoi pas effectivement observer le comportement des utilisateurs, arriver à prévenir leurs désirs. Mais il faut qu'ils gardent cette maîtrise-là. Sinon, il y aura un rejet de greffe. Moi, ça me paraît tout à fait évident. Une des dimensions qui n'a pas été évoquée là, parce que bien sûr, on voit qu'il y a
une approche qui est finalement, on revient quand même à de l'usage, à de l'humain. C'est la dimension aujourd'hui dans l'espace du bâtiment, mais dans l'espace urbain et dans la vie générale. C'est aussi la dimension de mobilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'usage dont on en parle, il devient de plus en plus hybride et multiple. L'intelligence artificielle, on parle beaucoup de véhicules autonomes ou de choses comme ça. Le nomadisme est une dimension qui est complètement nouvelle aussi dans l'approche de la ville, voire du bâtiment. Donc les usages vont être multiples et il y a un amont et un aval par rapport à l'expérience du bâtiment. Et par contre, c'est vrai que le bâtiment, à un moment, on se cogne, je dirais, sur des murs et des cloisons. Donc à un moment, l'agilité du bâtiment va avoir des limites. Il y a aussi la question de la temporalité, parce que le temps technologique n'est pas le même que le temps de l'acte de concevoir et de construire. Et ce n'est pas non plus le même temps par rapport à l'acceptabilité dans l'usage. Donc on gère des temps qui sont différents et qu'il faut anticiper avec quelque part, on est quasiment convaincu de se tromper un petit peu. Donc il y a une marge d'erreur aussi à anticiper dans la vision prospective que l'on conçoit. Cette notion d'agilité, de bâtiment agile, elle pourrait aboutir finalement à une vision aussi. Le bâtiment va s'adapter à des usages multiples, donc va être un peu générique pour pouvoir s'adapter. Donc il y a aussi le risque et l'écueil de tomber dans des espaces complètement non qualifiés et complètement transformables. Il faut faire attention à ne pas tomber non plus, tomber dans trop de critères pastiches qui peuvent aussi faire une perte de sens. Donc il faut accepter la modernité et l'intégrer. Avec pari de réflexion sur la réversibilité, à partir du moment où on sent que il y a on va dire que les activités de travail sont de plus en plus perméables aux activités de vie, ça nous oblige quand même à imaginer que nos bâtiments, une fois qu'ils seront instrumentalisés, qu'on aura des datas, on sera capable de savoir comment il faut les faire évoluer dans le temps. Est-ce qu'il faut faire muter des fonctions d'une fonction vers l'autre? Mais ça veut dire qu'il faut quand même concevoir à la base des bâtiments qui ont cette capacité de réversibilité. Parce que, sans faire de dessin, quand vous faites des logements, il y a des gaines. Quand vous faites du bureau, il faut quand même faire traverser les gaines à l'intérieur du bureau. Donc il y a un certain nombre de sujets techniques sur lequel on est encore apprenant et il faut qu'on trouve des solutions et d'ailleurs peut-être que l'intelligence artificielle nous aidera dans ce domaine. Vous allez nous présenter un immeuble, nouvel immeuble, Suez. Je suis convaincu que l'immeuble Suez est un immeuble dans lequel on se sentira bien et on va regarder ensemble pourquoi. On est tous conscients que les choses évoluent très vite. Quand on regarde la révolution industrielle du 19e, elle s'est étalée quasiment sur un siècle, avec différentes phases. Et là, on voit bien que la révolution actuelle, elle va être concentrée sur 20, 30 ans. Et la grande difficulté dans nos métiers d'investisseurs, c'est qu'on investit quand même pour du long terme, pour 10 ans, pour 15 ans, pour 20 ans, pour 30 ans, sur des bâtiments qui ont une durée de vie qui est très longue. Or, on ne sait pas comment, dans 5 ans, dans 10 ans, vont évoluer un certain nombre de technologies. Et la conviction que l'on a aux côtés de Bouygues, c'est que cet immeuble, il va avoir dans la durée une capacité très forte à évoluer grâce à sa flexibilité. Aujourd'hui, moi, je suis sidéré par le nombre de nos locataires qui, dans le cadre des renégociations ou des négociations de baux, vont chercher de la flexibilité. Nous, on est encore avec un monde financier, je pense qu'on a beaucoup, et je parle pour l'ensemble de la profession, à évoluer sur ces méthodes financières d'évaluation. Aujourd'hui, on a des locataires qui sont prêts à payer plus cher pour avoir un bail d'une durée plus courte. On est aujourd'hui dans un mode de fonctionnement global de nos professions qui privilégie la durée. Il va falloir qu'on se réinvente et ce bâtiment a une capacité à proposer et à générer des flux locatifs dans la durée de façon certaine, grâce à son confort, grâce à sa flexibilité, même avec des baux très courts. Et pour pouvoir conforter tout cela, il faut également pouvoir gérer cette flexibilité grâce à des espaces de coworking qui seront dans le même bâtiment. Il y a une première réflexion qui vient de la première intervention qu'on a eue. Moi, je trouve ça toujours passionnant de s'intéresser à l'intelligence artificielle, mais encore plus quand on a un discours qui va venir démystifier tous les fantasmes qu'on peut avoir. Et démystifier, ça ne veut pas dire qu'on va dire que ça ne sert à rien, mais ça veut dire qu'on va enlever le côté magique, le côté divin, ce côté magique et divin qu'on voit beaucoup dans le champ lexical, par exemple, qu'on peut trouver dans la presse qui parle de l'intelligence artificielle, et on va le ramener à du concret. On va enlever toute la mystique, on va ramener à du rationnel. Je sais que dans le monde de l'immobilier, les choses rationnelles, le dur, ils aiment bien. Et quand on va s'intéresser au rationnel, on va voir tout de suite des usages assez intéressants. Et là-dessus, moi, ma deuxième réaction, ça sera qu'on s'est beaucoup demandé, et puis ça a été redit, comment l'IA pouvait rentrer dans le bâtiment et pouvait nourrir le bâtiment. Moi, je vais faire un pas de côté. Je viens du monde de l'urbain. Le bâtiment en soi, ça m'intéresse qu'à moitié. Ça m'intéresse
plus parce que c'est une cellule d'un écosystème un peu plus complexe qu'est l'urbain. Et je pense que c'est là où, si on fait ce pas de côté, on peut voir aussi une application très concrète de cette intelligence artificielle dans le bâti, qui sera plus à l'intérieur du bâti, mais plus dans l'écosystème plus global, en amont et en aval, qu'est l'espace urbain. Mais moi, j'ai deux observations et une question que j'aimerais poser. La première observation qui est personnelle, c'est je n'aime pas du tout la terminologie d'intelligence artificielle. Je rejoins Rand, enfin, je pense que Bouygues Immobilier aurait dû dire le sujet d'aujourd'hui, ce sont les algorithmes de deep learning, les modèles mathématiques complexes et les neural networks. Ça aurait peut-être attiré moins de monde, mais en fait, c'est la réalité aujourd'hui de ce dont on parle. La deuxième observation, c'est qu'on parle énormément de données et on s'est mis d'accord sur le fait de dire que ces algorithmes de deep learning et autres étaient probablement les meilleurs outils que l'on a pour analyser ces données et puis les faire travailler. Mais nous, on a fait ça dans le cadre de l'immobilier. On a mis des capteurs à peu près partout, ce qui pose d'ailleurs de vraies questions sur je trouve pas le mot en français, mais le privacy, le respect de la vie privée des gens. Et on s'est rendu compte, nos data scientists, après avoir on leur a donné des bases de données extraordinaires, ils nous ont dit, mais on en fait quoi? Je pense qu'il y a une vraie réflexion à faire dans le secteur sur, OK, collecter des données, mais pour en faire quoi? Est-ce qu'on essaye plutôt d'améliorer l'immeuble? Est-ce qu'on essaye plutôt de rendre la vie de nos usagers, je dirais, la plus plaisante possible? Et donc, c'est vraiment une réflexion, je pense, qui est en train de commencer et qui, je pense, sera particulièrement intéressante. Finalement, ou peut-être c'est une question que je pose, c'est ne faut-il pas que ce secteur investisse beaucoup plus dans les startups d'intelligence artificielle, se pose beaucoup plus de questions sur l'usager, intègre les données dans la ville avec les sociétés de transport et finalement ne joue pas un rôle qui est de sortir de la construction et d'arriver en fait à construire un écosystème autour des usagers. C'est une question. Hein. Quand on dit on a pris le chemin du numérique, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Et on a la conviction que demain, quand on commence à construire des immeubles qui communiquent entre eux, qui s'échangent des datas et qui permettent, par exemple, de façon, pour répondre à monsieur sur l'urbain, de façon, grâce à l'intelligence artificielle, de façon pragmatique, de pouvoir dire qu'on peut prévoir que le jeudi, il y aura tant de monde dans telle plage horaire qui va sortir sur 1 200 000 m² et on peut accélérer la fréquence des bus, c'est une application immédiate. Et ça, c'est vraiment... nous, on a la conviction chez Bouygues Immobilier que notre métier, il est en train de partir vers ça. C'est-à-dire on vend plus des mètres cubes et que l'avenir de notre métier, c'est vraiment de concevoir des usages et les services associés à ces usages.